discussion of this sort means that somebody somewhere has to admit that there is a problem with aluminium additives, and therein lies the problem. Governments are not accepting this for whatever reason. We can all speculate. And indeed, other scientists in other areas, for whatever reason, are not accepting this. Until, of course, it's a vicious circle. Unless we can do the research to say that aluminium is safe or not, we won't have the answers that these people say are required. This is the difficulty I have had working on aluminium for 25 years. It's incredibly difficult to convince anyone that the most abundant metal on the earth, which is in every single cell in our body, which is highly biologically reactive, which has no biological function or essentiality and is only known to be toxic. Why should we work on that? Je peux faire un tout petit commentaire supplémentaire qui va dans la même direction. Nous ne sommes pas des spécialistes des adjuvants, d'une certaine manière. Mon groupe a rencontré les adjuvants totalement par hasard, en faisant de la pathologie neuromusculaire. Chris Exley travaille sur l'aluminium au sens large, et donc il a compris la question de l'adjuvant assez tardivement dans son cursus. Mais il y a des questions qui se posent et qui devraient être posées aux spécialistes. C'est de savoir, par exemple, est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir un adjuvant dans les injections de rappel? La FDA, dans les années 90, a dit qu'on a besoin d'adjuvants pour la primo-vaccination, pour que les lymphocytes naïfs deviennent des lymphocytes effecteurs mémoire, mais pour réveiller des lymphocytes mémoire déjà éduqués dans le passé, l'adjuvant n'est pas nécessaire. Il faut savoir qu'actuellement aux États-Unis, si on suit les recommandations, 69 injections vaccinales sont administrées entre l'âge de 0 et 18 ans. Et qu'il y a 200 vaccins en développement. Donc moi je suis pour les stratégies vaccinales. Elles ont montré la capacité d'éradiquer des maladies d'une gravité dont on a oublié, mais qui était absolument effarante. De la variole à la peste, à la poliomyélite, c'est vraiment des grands fléaux qui ont été éradiqués grâce au vaccin. Donc la question n'est pas de remettre en cause le vaccin, mais de remettre en cause le fait que les adjuvants seraient totalement, absolument, sans exception, dénués de tout effet secondaire chronique. Si on dit ça, on peut multiplier les doses. Quand il y aura 250 administrations vaccinales dans le calendrier, la catastrophe elle va arriver. Parce que quelque chose qui va toucher une personne sur 10 000, quand 7 milliards d'individus vont être vaccinés avec des doses sans cesse croissantes, au motif qu'il n'y a aucun problème, eh bien vous verrez que les problèmes seront là et bien là. Vous parlez des agences et des conflits d'intérêts. Est-ce que vous avez envie de commenter les dernières nominations à la NSM? Le conseil scientifique de la semaine dernière. Non, c'est pas mon travail, ça. C'était pour André Chicolela, c'est André Chicolela qui a parlé. Désolé, excusez-moi. Conseil scientifique de la NSM. Vous faites référence à qui? Ah non, mais je fais référence au conseil scientifique qui vient d'être nommé la semaine dernière. Je n'ai pas regardé dans la nature des nominations. Dans le système pour lequel nous plaidons, c'est-à-dire un système effectivement qui soit contrôlé par une haute autorité, effectivement la question des conflits d'intérêts doit être traitée par cette haute autorité. Aujourd'hui, effectivement, on peut le faire cas par cas. Au niveau européen, le CEO, c'est-à-dire le Corporate Observatory, le fait très bien d'ailleurs. Tu pourras rebondir, Michel, sur ce travail au niveau européen, parce que la situation européenne est tout aussi, plus grave même d'ailleurs que la situation française de ce point de vue-là. Parce qu'aujourd'hui, la déclaration de conflit d'intérêt se fait de façon volontaire, personne ne vient vérifier effectivement la validité de cette déclaration.
Ça, c'est tout à fait anormal. Alors, on comprend, je ne mets en cause personne, a priori tout le monde est vertueux, mais on sait bien que si vous n'avez pas de code de la route et vous n'avez pas de gendarme pour faire respecter le code de la route, la vertu disparaît assez rapidement. Et on est dans cette situation-là aujourd'hui, on a besoin d'un code de la route, on a besoin de gendarmes. Oui, juste deux choses. Je voulais vous parler de deux choses. Sur les conflits d'intérêts, au niveau européen, on a notre agence européenne des médicaments, où là je me suis beaucoup plus, j'ai regardé ça de beaucoup plus près. J'avais saisi l'OLAF à l'époque sur l'affaire du Mediator. Parce qu'on avait un Français qui était responsable de l'AFSAF et en même temps qui était responsable de la pharmacovigilance. Pour reprendre votre... Et c'est vrai qu'au niveau de la pharmacovigilance, c'était la femme de cette personne, elle travaillait chez Servier. Et donc, il n'a pas fait remonter, vous voyez, tous les effets secondaires qui provenaient d'Espagne et d'Italie. Et lorsque j'avais posé cette problématique au niveau de l'Europe, on me disait, non, non, mais le Mediator, on ne s'en occupe pas, c'est un problème franco-français. Donc il a fallu qu'on revienne là-dessus, en fait, c'est pas franco-français, puisqu'il y a l'Espagne, l'Italie. Et Dali, à l'époque, a dit, ok, Rivasi nous emmerde, on va faire les stress tests sur la directive de la pharmacovigilance. Est-ce qu'un nouveau médiateur peut être possible au niveau de l'Europe? Ce stress test a eu lieu et la conclusion, c'était qu'un nouveau médiateur était possible. On n'avait pas séparé suffisamment les experts qui donnent l'autorisation de mise sur le marché par rapport aux experts de la pharmacovigilance. Suite à ça, on a pu faire virer notamment Eric Abadi, qui était, vous voyez, aux deux endroits clés. Donc vous voyez que ça a une influence. Sauf que j'avais demandé que chaque agence ait une autorité qui contrôle les déclarations d'intérêt. Et ça a été refusé, ça. Et la cause du refus, c'était de dire ça va donner trop de travail aux agences. Vous voyez? Bon. Et alors, c'est là où on a besoin de vous. Parce que sur la loi des lanceurs d'alerte et la haute autorité, il y a un blocage, je peux vous dire, ministériel. Parce que les agences disent, si on fait une haute autorité qui va contrôler l'expertise, les conflits d'intérêts, tout ça, ça va nous coûter de l'argent. Et on préfère plutôt faire un comité Théodule. Mais on ne veut pas... Vous voyez, le rôle d'une autorité qui a un pouvoir, qui a des gens, etc. Et donc, si c'est un comité Théodule, vous voyez, qui n'a pas le statut, le poids politique pour dire on se donne les moyens pour vérifier les conflits d'intérêts, on se donne les moyens pour regarder le statut d'expertise, la pluralité des expertises, etc., quelle va être l'avancée? Et vous voyez, là, vraiment, nous, on la veut, cette haute autorité. Hein? On la veut. Et je pense que d'un point de vue ministériel, les arbitrages ne sont pas en notre faveur. Voilà, pour tout vous dire. Hein? Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. C'est tout à fait les informations que j'ai aussi. Mais continuons de faire effectivement, de rencontrer, d'avoir des rencontres pour expliquer cette loi. Je pense que c'est important. Il y a une mauvaise compréhension d'ailleurs. Cette idée effectivement que ça va coûter plus cher, c'est totalement absurde. Regardez le Mediator, le coût économique, sans parler du coût humain évidemment que chacun connaît, mais le coût économique n'est rien par rapport au coût de fonctionnement d'une haute autorité, évidemment. Or, cette haute autorité, elle aurait effectivement repéré le problème depuis le départ, et je ne dis pas que l'ensemble de la crise aurait été évité, mais une grande partie en tout cas. Regardez le coût sanitaire que peut être effectivement cette contamination par le bisphénol de toute la population depuis 40 ans. On est loin de voir aujourd'hui une idée précise, mais et ce sera considérable. Eh bien, les 30 ans au moins perdus avant de réglementer cette substance, on aurait pu effectivement très rapidement prendre des décisions, alors qu'aujourd'hui on l'a fait, mais avec beaucoup de temps, même si la France devient le premier pays européen à le faire. Mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et on est un peu dans cette situation-là. Il y a beaucoup d'aveugles dans ce domaine, et l'enjeu est français, mais il est aussi européen. Mais on a justement à montrer l'exemple avec cette haute autorité en France, d'un système qui peut fonctionner avec un système simple. Une haute autorité, ce ne sera pas une usine à gaz, comme je l'entends dire, ce n'est pas une agence d'appel qui va faire des expertises sur les expertises, c'est pas ça du tout. Ce sera quelque chose d'assez simple, dont la mission sera effectivement de vérifier les conflits d'intérêts,